Ça se comprend, un thème d'actualité que l'on décortique pendant près de 40 minutes sur CNews aujourd'hui. Le bilan de la police des polices, l'IGPN, sur l'usage des armes et notamment des lanceurs de balles de défense pendant la crise des Gilets jaunes. Plus de 200% en 2018, plus de 100% avec 19 000 cartouches tirées, c'est-à-dire entre novembre et fin décembre. C'est sur cette période seulement que ces chiffres sont donnés. La patronne de l'inspection générale de la police nationale réfute le terme de violence policière. Sujet signé Alexandre Chauveau. Les chiffres de l'IGPN sont éloquents. En 2018, les policiers ont utilisé plus de 19 000 munitions de lanceurs de balles de défense et 5 400 munitions de grenades de désencerclement, soit des hausses respectives de 203 et 296% par rapport à l'an dernier. Près du tiers des munitions de LBD ont été tirées entre le début du mouvement des Gilets jaunes et la fin de l'année. Une vingtaine de manifestants a été éborgnée, parmi lesquels Jérôme Rodriguez, figure du mouvement, qui demande une nouvelle fois l'interdiction de cette arme. Je pense qu'il n'y a même pas besoin aujourd'hui d'avoir quelconque réflexion ou quelconque réunion qui vont durer des années et pendant lesquelles cette arme va être utilisée pour faire taire le peuple. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, il est grand temps d'arrêter avec cette arme. La directrice de l'IGPN souhaite en effet avoir à terme une réflexion globale sur l'utilisation du LBD, une question déjà débattue parmi les syndicats de policiers qui maintiennent l'utilité et l'efficacité de cette arme lors des manifestations. Elles évitent le corps à corps et d'autre part, elles évitent surtout l'utilisation de l'arme létale dont sont dotés les policiers et les gendarmes. Et je crois que personne ne voudrait voir un drame avec des tués par une arme notamment de la police nationale. L'IGPN a par ailleurs indiqué avoir fait l'objet de 265 saisines judiciaires depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. 40% d'entre elles ont été transmises à la justice. Les forces de l'ordre ont-elles été majoritairement exemplaires? Doit-on ou non parler de violence policière? Faut-il interdire ces lanceurs de balles de défense? Comment maintenir l'ordre face aux casseurs? Voilà quelques-unes des questions auxquelles on va répondre avec mes invités. J'accueille Philippe Deveul, bonjour. Vous êtes avocat, cofondateur du collectif Robe Noire et Gilets jaunes. J'accueille également Philippe Goujon, le maire LR du 15e arrondissement. Bonjour et bienvenue. Ludovic Bréval, bonjour, bienvenue. Vous avez été blessé par justement un tir de LBD lors d'une manifestation de grenade de désencerclement. Merci de préciser. Et également avec nous Denis Jacob, le secrétaire général Alternative Police. Bonjour, on est également en duplex avec Rafik Masmoudi qui est médecin urgentiste à l'hôpital Pompidou. Bonjour, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions en direct sur CNews. Voilà, il y a eu toute une... Voilà, ça fait plus de 6 mois que ça dure. C'est samedi à répétition avec beaucoup de manifestations concentrées à Paris. À quelle pathologie avez-vous été confronté? Oui, bonjour. Parfois, on a été confronté à pas mal de pathologies. Heureusement que la majorité, c'est plus des contusions qu'autre chose, mais on a vu quand même des traumatismes, surtout de la face, qui ont engendré des traumatismes assez sévères sur le plan, je dirais, séquelles physiques ou psychologiques. Grave, on imagine que ce sont celles qui touchent le visage. Quelques fractures de la face. Oui, les plus graves, c'est ceux qui touchent le visage, surtout parce qu'on peut perdre un œil, qu'on peut aussi avoir des fractures de la face, des dents, qui peuvent engendrer quand même des séquelles sur le plan, je dirais, après pour pouvoir manger ou pouvoir utiliser, j'allais dire, la mâchoire normalement. Et surtout aussi des séquelles esthétiques pour la suite. Heureusement que ça fait partie des accidents quand même qui restent exceptionnels. Je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question, parce que ça touche peut-être à la vie privée, mais avez-vous eu le sentiment que les patients qui arrivaient avec ces pathologies, c'était des casseurs, c'était des manifestants entre guillemets de base? Bah écoutez, en général, je suis médecin, je ne rentre pas dans ces détails-là. Donc, en tout cas, lors d'une manifestation, les pompiers ramènent, ou le SAMU ramène des patients. Moi, je suis là pour les soigner. Effectivement, je ne pose pas la question est-ce qu'ils sont des casseurs ou autre chose. Moi, je m'arrête à mon rôle de médecin. Donc, il y a le secret médical et en même temps, mon rôle, c'est d'essayer de leur donner le soin le plus adapté par rapport à leur traumatisme. Oui, je me doutais de la réponse, mais il fallait que je vous pose quand même la question. Les urgences sont en grève depuis 3 mois. Ce surcroît d'activité samedi après samedi, est-ce que ça a participé de cette accumulation de fatigue que j'imagine vous et vos collègues ressentez en ce moment?
Oui, ça participe un peu, mais heureusement, on a moins de, je dirais, de traumatismes sévères liés aux manifestations des Gilets jaunes le samedi. Mais cet état de fait dure depuis plusieurs années. Hein, c'est pas nouveau. Effectivement, on est fatigué, épuisé psychologiquement. Notre ministre de tutelle aujourd'hui a fait un premier pas, mais je pense qu'il faut qu'il aille encore un peu plus loin par rapport. Je dirais, il a réglé le problème peut-être des primes, mais par contre, pour les postes, 15 millions pour engendrer des postes en plus, ça fera un demi-poste par centre d'urgence. Et surtout, peut-être aller plus loin dans les conditions de travail et surtout ne pas avoir des patients qui passent la nuit sur un brancard, c'est-à-dire il faut avoir des lits d'aval pour pouvoir travailler de bonnes conditions. Merci beaucoup, merci d'avoir témoigné en direct dans Ça se comprend sur CNews. Je rappelle que vous êtes médecin urgentiste à l'hôpital Pompidou. On va maintenant répondre aux questions que je vous posais et d'abord sur le bilan qu'on peut faire, parce que c'est ce à quoi on a assisté hier avec cette conférence de presse de la chef de l'IGPN. Finalement, c'est le bilan de l'activité des forces de l'ordre. Est-ce qu'elles ont été majoritairement, je mets ce terme, exemplaires depuis novembre et le début du mouvement? Donc là, on est sur 7 mois. 555 signalements, 265 enquêtes de l'IGPN. Denis Jacob, est-ce que vous diriez que c'est peu en comparaison des heures, des jours d'engagement des forces de l'ordre chaque samedi? Alors, avant de vous répondre, j'ai amené le rapport avec moi, Oui. puisque avant la conférence de presse de la chef de l'IGPN, il y a eu une réunion avec l'ensemble des organisations syndicales pour la présentation des résultats. Le rapport fait 50 pages, cinquantaine de pages. La question du lanceur de balles de défense et de la situation des Gilets jaunes, c'est une demi-page dans le rapport. Il faut le préciser. Oui, le rapport de l'IGPN, c'est pas le rapport sur la situation Bien sûr, des Gilets jaunes. C'est un rapport annuel. Et par rapport à ce qu'a pu constater l'IGPN dans le cadre des enquêtes qui ont diligenté, je dirais c'est très peu. Il faut savoir que les interventions de police annuellement, c'est entre 4 et 5 millions d'interventions de police. Donc je ne minimise pas ce qu'il y a dans ce rapport et les enquêtes qui ont été lancées, mais il faut aussi recontextualiser par rapport aux missions quotidiennes de la police nationale et de la gendarmerie nationale, mais là en l'occurrence de la police nationale, qui représentent des millions d'interventions de police. Et sur la crise des Gilets jaunes elle-même, est-ce que vous diriez que c'est peu finalement, c'est 265 enquêtes face au nombre d'heures? Je dirais que c'est toujours 265 enquêtes de trop. Bien évidemment, il n'est pas question d'aller contester des accidents, voire peut-être, parce que ça, moi je ne vais pas être, précis là-dessus. Il y a des enquêtes qui sont en cours, donc je ne vais pas faire l'analyse des enquêtes qui ne sont toujours pas abouties. Il y a peut-être eu des dérapages, mais en tous les cas, c'est toujours 265 enquêtes en trop, c'est toujours des blessés en trop, mais là aussi, la proportion d'utilisation de cette arme a été faite dans un contexte très particulier, ultra violent, des manifestations sociales qu'on n'avait jamais connues de ce type. Et il ne faut pas oublier aussi que le rapport de l'IGPN précise qu'il y a eu beaucoup de situations où, à la place du lanceur de balles de défense, les policiers étaient légitimes à utiliser leur arme de service et que le lanceur de balles de défense a aussi permis d'éviter d'utiliser des armes létales. Voilà, il ne faut pas l'oublier. Philippe Goujon, sur cette même question, ce bilan qu'on peut faire. Oui, l'existence même de ce rapport démontre en tout cas une chose, c'est que notre police est extrêmement contrôlée, comme notre gendarmerie d'ailleurs dans ce pays. Tous les pays ne disposent pas de corps d'inspection qui, de façon quand même très transparente et publique, évoque les difficultés qu'ont pu rencontrer les forces de police ou les contrevenants. Je crois que la police nationale dans notre pays est un des corps qui est le plus contrôlé. Évidemment, il y a la justice, c'est normal, le parquet, mais il y a aussi les corps d'inspection, etc. Donc ça, c'est déjà un point qui nous permet d'avoir un diagnostic que nous n'aurions pas forcément en dehors de ça. Et ça, je crois qu'il faut souligner, ça renforce le caractère républicain, finalement, de nos forces de l'ordre, gendarmerie comme police nationale, qui sont très réglementées, très rigoureusement contrôlées, et notamment en maintien de l'ordre. D'ailleurs, la France a été de tout temps donné en exemple à d'autres forces de police étrangères pour sa maîtrise des opérations d'ordre public, pour son organisation. Et bien des polices dans le monde se sont civilisées, si je peux dire, c'est-à-dire qu'elles sont passées d'un état militaire à un état civil. Ouais, enfin là, pardon, je vous interromps, parce que c'était au mois de février, avait voté une résolution. Alors,
qui visait la France sans la nommer. La France n'était pas nommée, mais en disant recours à des interventions violentes et disproportionnées par les autorités publiques lors de protestations et de manifestations pacifiques. Philippe Deveul. Le discours est cohérent si on met de côté la crise des Gilets jaunes. Mais il n'est plus du tout. J'allais y venir, mais je n'ai pas eu le temps. C'est pas grave, j'y reviendrai. Le débat est long. Avec cette crise sociale et politique des Gilets jaunes, moi ce que je reproche surtout, c'est l'instrumentalisation que l'on fait des forces de l'ordre par le pouvoir politique. Et je pense que, bon, il y a des enquêtes qui ont cours, il y aura des jugements, mais je pense que ceux qui devront rendre des comptes sont ceux qui ont donné les ordres, et je pense au ministre de l'Intérieur, qui a eu un déni sur la réalité. Et je vois que Madame le commissaire Brigitte, comment elle s'appelle, Brigitte Julien, Brigitte Julien, qui a dit il n'y a pas eu de violence policière. Elle met en cause le terme. Elle réfute le terme. Elle met en cause, si vous voulez, le sérieux de l'IGPN. Parce qu'on peut pas. Pardon ? C'est normal qu'elle refute ce terme. Non, mais la violence. Elle ferait mieux de ne rien dire dans ces cas-là. Mais si, parce que quand on nous taxe de violence policière, la violence, la force de la police, de la gendarmerie en France est une force légitime. L'usage de la force est légitime. Elle est prévue par la loi, pas pour les manifestants. Donc on ne peut pas parler de violence policière. Alors, je ne suis pas d'accord avec vous, parce qu'il peut y avoir la violence légitime, injuste, et la violence illégitime, juste. C'est ce qui s'est passé avec M. Christophe Détinger, qui a sauvé une femme qui avait été violentée par un garde mobile. Ça, c'est votre interprétation des faits. Non, c'est la réalité, c'est acté, c'est dans les livres. Vous pensez que sa violence à lui était légitime, c'est ça? Elle était juste. Lui a remarqué, a dit j'ai été violent et il voulait être. Mais je vous dis les choses, hein, j'ai vécu le procès, j'étais dans le système de défense. Mais la justice, ils ont dit qu'on ne doit pas faire justice soi-même. Mais, vous savez. Mais attendez, quand il y a une femme qui se fait violenter, combien d'hommes qui ont un instinct protecteur ont envie de porter secours à cette femme? Bon, on ne va pas rester centré sur le cas de Christophe Détinger. En revanche, Ludovic Gabriel, j'aimerais que vous nous expliquiez comment vous avez été blessé. Alors moi, tout simplement, en sortie de manif, j'allais rejoindre mon véhicule. Donc j'ai reçu des projectiles qui me sont venus de derrière, apparemment. Donc j'ai des témoins. En l'occurrence 3 témoins, mais l'enquête est en cours. Je ne peux pas vous dire qui m'a envoyé quoi. Enfin, je sais que c'est une grenade de désencerclement parce que je l'avais plantée dans la joue, donc forcément, je sais ce que c'est. Donc l'enquête est confiée à l'IGPN, à Madame Valenti. Donc elle est en cours. Je ne peux pas vous en dire plus que ça. Donc votre cas fait partie des 265 enquêtes qui ont été ouvertes. Oui, c'est ça. Elles sont ouvertes aussi parce que le parquet systématiquement saisit l'IGPN. 265 enquêtes, pourquoi? Parce qu'à 263, à partir du moment où il y a eu plainte, le parquet a saisi automatiquement l'IGPN. Je ne sais pas si c'est automatique, 555 signalements, 265 enquêtes. Les signalements ne sont pas des plaintes. D'accord. Ce qui est important de préciser, c'est que ce n'est pas la police qui enquête sur la police. Il y a une enquête effectivement de police, il y a deux mais c'est enquêtes, sous couvert administratives et oui, judiciaires. mais ça reste quand même sous couvert globalement. La grande majorité, 90% des affaires sont sous couvert soit du parquet, soit sous couvert du juge d'instruction. Sur ce terme de violence policière, je vous propose, vous l'avez cité, d'écouter justement Brigitte Julien. Donc c'est la nouvelle depuis quelques mois, patronne de l'IGPN. On ne peut pas comparer la situation d'un manifestant et la situation d'un policier lorsqu'on est dans une manifestation ou lorsqu'il y a des voies de fait ou lorsqu'il y a une situation d'émeute. Parce qu'il faut qualifier d'émeute les deux de samedi du 1er et 8 décembre. Donc on ne peut pas comparer la situation du policier qui a la loi pour utiliser la force, puisque l'usage de la force est légal. Donc on ne peut pas comparer ce policier qui use de la force parce qu'il y a des voies de fait commises sur lui à un manifestant qui utilise, qui brûle, qui pille des magasins ou qui envoie des pierres sur les policiers. On n'est pas dans la même situation. C'est pour cela que lorsqu'il y a des interpellations d'individus en flagrant délit de jet de projectiles ou de voies de fait, effectivement, l'enquête, elle est plutôt vite faite puisqu'on a l'individu, on a les voies de fait, on a la plainte du policier et là, ça passe assez rapidement au tribunal. La personne qui vient déposer plainte, qui se dit victime de violence policière, ce qui n'est pas une violence policière puisque c'est un usage de la force à l'occasion d'une manifestation. Est-ce que vous, Ludovic Breval, vous utilisez ce terme de violence policière? Est-ce que pour vous, vous êtes une victime de violence policière? Je ne sais pas qui m'a tiré dessus, mais je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire si c'est une violence policière. Après, j'en ai pas vécu sur les manifestations personnellement, mais j'ai des amis qui en ont vécu, oui. Moi, personnellement, ça m'est pas arrivé. Victime, oui. Oui, dire, on peut blessé, un projectile dans la joue. Oui, mais la question... Mais pourquoi
utiliser ce terme de violence policière, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il y a eu une volonté de la part du policier de blesser éventuellement un manifestant en dehors d'un cadre légal. C'est ça, hein, c'est bien ce dont on parle. C'est de violence légitime, de violence illégitime. Voilà. Donc, bien évidemment que c'est triste, malheureux d'avoir des personnes blessées. Et on en parlait tout à l'heure entre nous en loge. Malheureusement, quand on est sur un théâtre de manifestations aussi violentes comme on les a connues, notamment le 1er décembre et le 8 décembre, et qu'on a des manifestants qui viennent revendiquer légitimement des choses de manière pacifique, qui sont pris entre guillemets entre deux feux, eh bien malheureusement, on n'est pas à l'abri de dommages collatéraux, et c'est ce qui s'est passé pour monsieur. Et c'est très regrettable. Oui, mais on n'est pas en guerre. On n'est pas Non, mais on n'est pas en guerre. Le 1er décembre et le 8 décembre, c'était une situation d'émeute, de guérilla urbaine avec des C'était certainement violent, mais on n'est pas en guerre. Et le maintien de l'ordre, ça veut dire remettre de guerre, le LBD. Pardon, le LBD est devenu une arme de terreur politique. Et je vais vous dire, souvent les policiers non, je joue pas sur les mots, je dis les choses clairement. Je dis les choses clairement. J'ai observé des fonctionnaires de l'ordre de la BAC qui mettaient en joue, alors que les gens étaient tout à fait pacifiques avec le LBD. C'est intolérable. Quand vous allez faire du tir, on vous dit toujours de mettre votre arme à terre et de tirer face à la cible, et jamais de mettre en joue quelqu'un, une personne. Et le LBD peut tuer, en fin de compte. Et peut détruire une vie. Peut tuer, pour le moment, il n'y a pas eu de personne Ça peut tuer. Il y a quand même quelque chose d'intéressant à noter aussi dans le rapport, c'est qu'il y a une augmentation, bien sûr, de l'utilisation de ces armes létales, mais il y a une diminution importante aussi de l'usage par les policiers de leurs armes létales. Alors il y a peut-être un rapport. Non, mais ce que je voudrais dire, c'est 26% de baisse. Voilà, c'est que des armes. La doctrine, jusqu'à présent, elle est en train d'évoluer, bien sûr, mais de l'ordre public, du maintien de l'ordre plutôt dans notre pays, c'était le maintien à distance. Alors comment maintient-on à distance? Alors c'est vrai, moi j'étais tout à fait favorable à ce qu'on réintroduise, par exemple, les camions lance-eau, qui sont beaucoup plus doux, si je peux dire. Exactement. Ça, ils avaient été supprimés pendant des années à cause d'une manifestation d'infirmières qui avait mal tourné il y a quelques années. Ils ont été réintroduits. Les camions lance-eau permettent de dissuader sans qu'il y ait ce type de dommages tout à fait malheureux. J'ai aucune blessure qui est revenue. Deuxièmement, c'est vrai qu'il y a aussi les unités constituées et les unités de marche. Les unités constituées, escadron gendarmerie mobile, compagnie privée de sécurité, qui sont extrêmement aguerris, entraînés formés à ça. À l'usage de ces LBD et autres grenades de désencerclement. C'est peut-être moins le cas de ce que pourrait qualifier d'unités de marche, comme les Braves, etc., qui ont été constituées avec des forces de police. C'est qu'ils ne sont pas des spécialistes du maintien de l'ordre, et qui sont celles qui ont le plus utilisé. Vous êtes un grand connaisseur effectivement du maintien de l'ordre, des techniques de maintien de l'ordre. Est-ce que vous pensez qu'il faut interdire ces Non, LBD? d'aucune façon. Je pense qu'il y a une question de formation, de davantage de précision, de réglementation. C'est vrai que ce ne sont pas des armes extraordinairement précises, surtout quand on tire en manifestation. Vous voyez, par exemple, vous tirez avec un LBD sur quelqu'un, si au moment où vous tirez, où vous avez l'ordre de tirer, effectivement, la pas, mais quand elle arrive, le manifestant a pu bouger de quelques centimètres et il se prend la tête dans l'œil. Il y a des choses comme ça aussi. Et il y a aussi le fait que ces unités qui ne sont pas spécialisées dans le maintien de l'ordre, c'est elles qui ont fait le plus usage des LBD. Alors, manque de formation, certainement, M. Goujon. Mais il y a une chose qu'il faut dire. Insuffisance, oui, de formation. Le bémol, c'est-à-dire que... Les compagnies n'ont pas le temps. On avait, avant le LBD, il y avait le flashball, qui était une boule plus souple et qui ne pouvait pas pénétrer dans l'orbite et nucléer quelqu'un. Et là... On a choisi le LBD en 2005, c'est pas sous votre responsabilité, vous n'y étiez pas aux affaires, mais c'était en 2015. Je suis toujours là, donc je serai un jamais, jour peut-être, mais en 2015, le choix du LBD a été fait et on a même changé le calibre. On a pris un LBD plus lourd. Alors, Denis Jacob, c'est un peu technique, mais est-ce que ces armes sont effectivement plus dangereuses que les précédentes? Non, mais c'est une polémique que l'on a à chaque fois qu'il y a un problème avec une arme dont on est doté. On a eu la polémique avec la matraque télescopique quand on a eu l'affaire Théo, elle a été pointée du doigt. On a eu la problématique de ce qu'on appelle les tasers, les pistolets d'impulsion électrique, quand on a eu des personnes qui sont décédées à la suite de l'utilisation par un arrêt cardiaque, parce que c'était des gens qui étaient fragiles et qui avaient des antécédents cardiaques. Et à chaque fois qu'on utilise une arme non létale dans la police nationale, il y a polémique. Bon, ça fait partie peut-être de la culture française, mais il y a un sujet sur le maintien de l'ordre, il ne faut pas le nier. On a toujours, M. Goujon le disait très justement, on a toujours été habitué à faire du maintien de l'ordre, de maintien
chacun à distance. Aujourd'hui, on constate depuis les manifestations contre la loi El Khomri de 2016 qu'on est dans un cadre de manifestations particulièrement violentes et de contact direct. Pour lequel on doit, nous, s'adapter aujourd'hui parce qu'on n'est pas formé pour ce type de maintien de l'ordre. Et peut-être qu'il faut adapter aussi les moyens mis à notre disposition, les canons à eau notamment, mais également ce qui est utilisé en Allemagne, et je l'ai demandé publiquement au ministre, par exemple, quelque chose de beaucoup plus porteur au niveau des instructions qui sont données par les forces de sécurité quand on fait la dispersion des manifestations, par exemple avec ces véhicules qu'on a en Allemagne, avec des haut-parleurs hyper puissants, pour que tous les manifestants comprennent les ordres qui sont donnés par les forces de sécurité. Alors justement, Ludovic Bréval, est-ce que vous, il y a eu un ordre de dispersion? Dans quelle situation vous étiez? Est-ce qu'il y avait des casseurs autour de vous, par exemple? Oui, c'est moitié sombre, c'était fin de nuit, il était 17h30, 18h, j'ai rien entendu. J'étais seul sur le trottoir, je marchais, donc je suis passé à côté d'un distributeur et là j'ai vu que ça a pété de tous les côtés. C'était le carnaval, quoi. Donc il y avait quand vous dites ça, il y avait des casseurs autour de vous? Non, mais j'ai reçu des grenades par derrière. J'ai vu des éclairs voler. La dispersion n'a pas été bien compris, bien entendu. Moi j'ai rien entendu. J'ai entendu quelque chose, j'imagine que je serais pas resté au milieu de la D'ailleurs, on voit des images de ce qui vous est arrivé ce jour-là. Aujourd'hui, ça va mieux. Ça va mieux, mais ça picote encore. Je pense qu'ils ont dû toucher les nerfs et les nerfs, ils sont fragiles maintenant avec le froid et tout. Il y a toujours quelque chose. Mais la sensation n'est plus la même. Ah non, pas du tout. Puis même pour vous raser et tout, c'est infernal, quoi. Pourquoi l'enquête est aussi longue? Parce qu'on a entendu ce que disait Brigitte Julien, la chef de l'IGPN tout à l'heure. Elle tentait d'expliquer ce délai pour les enquêtes en termes de, je mets des guillemets, violence policière. Alors concernant Ludovic, tous les témoins ont été entendus. Donc il y a l'enquête administrative et l'enquête pénale qui est diligentée contrôlée par le parquet. Donc dès lors que l'enquête administrative est terminée, le parquet a la main sur la mise en place de l'affaire en disant voilà, il y a une poursuite et il va y avoir une mise en cause et donc il y aura procès. Pour le moment, on n'a pas de retour. Jusque-là, on n'a toujours pas de retour. Mais la machine fonctionne, c'est ce que disait. Oui, d'après les propos du procureur, et la machine fonctionne puisqu'il est prévu de passer devant le tribunal correctionnel des fonctionnaires qui ont été mis en cause dans la crise des Gilets jaunes. Donc il n'y a pas de volonté politique d'écraser. Alors pour le moment, c'est des effets d'annonce parce ça peut rester des effets d'annonce. Il faut du concret. Sauf que le procureur de la République que je rencontrais il y a quelques semaines me disait que l'activité de son parquet allait être obérée par ces affaires de Gilets jaunes pendant des mois et des mois. Il est obligé d'y consacrer énormément de moyens. Et évidemment, il y a aussi d'autres affaires à traiter, notamment de terrorisme et autres. Et c'est vrai que ça prend beaucoup plus de temps. Oui, 163 jours en moyenne pour une enquête sur des violences, enfin les enquêtes de l'IGPN. Voilà, je vais dire ça pour pas employer le terme violence policière. Il y a même, je dirais, il n'y a pas du tout la volonté d'étouffer quoi que ce soit. Donc déjà, le rapport de l'IGPN est très transparent, mais de la part de la justice et du pouvoir politique, je ne le pense pas non plus, parce que quand on a un procureur de Paris, et il y a eu une montée au créneau, vent debout des syndicats de police par rapport à ces déclarations, de dire qu'il y aura des sanctions avant même qu'il y ait eu procès, voilà, de la part d'un procureur, c'est un peu étonnant. Ce qui est choquant aujourd'hui, c'est le déni. Le déni de la part du ministre de l'Intérieur, le déni de Madame le commissaire divisionnaire de l'IGPN. Non, il n'y a pas de déni. Il y a eu un déni sur les violences. Regardez les fonctionnaires qui ont giflé des manifestants. C'est pas acceptable. Il y aurait dû avoir une mise à pied. Il n'y a pas eu de mise à pied. Ce fonctionnaire de l'ordre, des forces de l'ordre. Attendez. Ils ont été auditionnés. Non, mais attendez, ça dépend. Non, la mise à pied, ça dépend pas d'un dépôt de plainte. Ça dépend de la hiérarchie. Il y a un commandement. On a les armées à l'image des généraux. On a les armées à l'image des généraux. Il n'y a pas de laxisme de la part de l'IGPN quand on sait que l'IGPN a fait 337 propositions de sanctions et que l'administration policière en a pris 2030 en 2018. Donc on ne peut pas dire qu'il y a laxisme. Oui, mais vous savez, aux statistiques, on peut leur donner... non, il n'y a pas de statistiques, c'est des faits. 337 toutes les pistes qu'on veut, toutes les options qu'on veut. Voilà. Moi, je vous parle des choses qu'on a vécues ces 7 derniers mois, avec des souffrances. Regardez, Ludovic, c'est pas agréable ce qu'il a suivi. Il y a des gens qui perdent un œil, c'est pas agréable du tout. Ça change votre vie et c'est à vie. Ça ne pousse pas un œil. Personne ne minimise ça, mais il ne faut pas non plus minimiser ce que les policiers ont subi.
Il y a aussi des Non, policiers non, qui ont mais été je ne mets pas en blessés. cause Plus du de tout. 2000. Je ne mets pas du Plus de tout en 2000 cause policiers les blessés policiers. Moi, ce que je mets en cause, c'est le Mais personne commandement. n'en parle, monsieur C'est Deveul. les instructions. Personne n'en parle, par contre. Ça, je suis d'accord avec vous, mais à chaque fois, on nous pose des questions, on a peu de Voilà. temps, et je suis tout à fait compatissant à vos Je blessés. sais bien, je sais. Ouais. Voilà. Philippe Ce Bougeon. qui est aussi un peu regrettable, c'est le changement de pied de l'administration du ministère de l'Intérieur, notamment le ministre de l'Intérieur, vous avez raison de le mettre en cause, qui, lorsque les manifestations donnent lieu à des exactions trop nombreuses, bien évidemment, renforce, si je peux dire, les instructions au service de police pour que ce soit un peu plus viril. Et puis, lorsqu'il y a des blessés, demande de lever le pied. D'ailleurs, Il n'y a pas une cohérence de ligne suffisamment voilà. claire. Alors c'est maintenant, ce il y a que vous une dites. cohérence, mais pendant Oui. quelques mois, ça a flotté à tel point que d'ailleurs, le directeur de la sécurité publique de Paris, excellent fonctionnaire, d'ailleurs, monsieur Dupuche, a été sanctionné parce qu'il avait commis une note, d'ailleurs qui était une note reprise de la DGPN, de la Direction générale de la police nationale, qui demandait qu'on change les munitions des lanceurs de la défense pour qu'elles soient moins puissantes et qu'il y ait moins de dégâts. Eh bien, le ministre de l'Intérieur l'a sanctionné pour ça. C'est pas tout à fait ça, M. Goujon. Enfin, en tout cas, il y a aussi un c'était problème de le- coordination entre les différents services Oui, dans mais ça, très bien. l'organisation de la Mais- manifestation. Mais Est-ce que- il y a eu de bonnes réformes, d'ailleurs. Est-ce de qu'on fusion, pouvait faire des- autrement des- après ce qui s'est passé à l'Arc de Triomphe, le saccage de l'Arc de Triomphe, il y a un avant et un après. Est-ce qu'on peut pas faire autrement que de donner des consignes d'intervention plus directes, d'aller au contact? Le problème, le Denis maintien Jacob. de l'ordre, ça s'improvise pas, Oui. Thomas Hugues. Ça s'improvise pas. Donc on a une doctrine d'emploi qui existe depuis des décennies. Nous, on avait commencé à Oui, mais alerter- si elle a failli, pardon de vous interrompre, le jour du saccage de l'Arc de Et Triomphe, oui, c'est mais quand même quelque chose qui a pas quand on fonctionné. oui, mais le problème, c'est que le maintien de l'ordre, il faut l'adapter. On l'adapte par rapport à des faits, et c'est que quand les faits se sont produits, qu'on l'adapte, ce qui est en train de se faire. Mais l'adaptation d'un maintien de l'ordre, ça ne se fait pas en 24 heures. Il faut établir la nouvelle doctrine du maintien de l'ordre, et puis après, il faut former. Mais je crois que ce qui a été fait est très utile. Par exemple, on a laissé plus d'autonomie aux forces de Bien terrain, sûr, qui ont une meilleure connaissance de la situation qu'une salle d'état-major très loin. sûr. On a mis en place des unités pour aller interpeller les casseurs, parce que c'est surtout les casseurs qu'il faut interpeller, c'est pas Bien les sûr, manifestants bien qui ont un droit totalement légitime à manifester, à s'exprimer. Il est nécessaire aussi d'interpeller, et moi c'est ce que je vois depuis très longtemps, en amont, un certain nombre de casseurs récidivistes reconnus. C'est dommage que dans la loi anti-casseurs, par exemple, l'article 3 qui permettait d'interdire de manifester un certain nombre de casseurs récidivistes condamnés par la justice, et moi je demandais même qu'ils aillent pointer au commissariat, d'ailleurs pendant la manifestation, n'ait pas été retenu, était plutôt invalidé par le Conseil constitutionnel. Donc il y a beaucoup de mesures aussi qui peuvent éviter ce genre d'incident, bien sûr. Les casseurs existaient avant le mouvement des Gilets jaunes. Oui, mais- Ils se sont agrégés. Et je pense C'est même vrai. qu'il y a une manipulation de la part du gouvernement d'associer les casseurs aux Gilets jaunes. C'est vrai, mais le gros On problème peut des aussi, Gilets on peut jaunes, aussi c'est- dire que les Gilets jaunes ont continué d'appeler à manifester alors qu'ils savaient très bien que les casseurs allaient en Ils vont profiter. rester dans Oui, leurs il y a eu des- revendications. Ah oui, mais bon. On est dans une crise sociale. Il y a eu des appels de grands leaders On peut, être aussi, Mais on si, peut aussi si, faire si, appel il y a à eu un un sens, traitement je sais pas, un politique. sens Regardez, civique, à un vous sens avez de la eu un mea responsabilité. culpa du président de la République à son discours à l'OIT de Genève. Il a dit on aurait dû traiter la crise. Mais quand même, ça fait 7 mois. Le réveil est un peu tardif. Ça aurait pu être réglé dès le mois de novembre. Non, mais on aurait eu moins de difficultés. Eh ben voilà, avec il y aurait- la manifestation on serait des pas là Gilets pour jaunes parler si elle avait des été violences. organisée, On est d'accord, mais préparée. c'est d'abord qui des sont les causes premiers politiques. responsables Voilà. des violences Pardon Qui sont les premiers responsables des violences? Moi, je pense que ce sont des erreurs politiques. C'est pas les casseurs pour vous? Mais ils existaient avant, ils existeront après. Il y aura toujours des gens pour être Oui, mais agités à la et seule violents. différence, Enfin, Philippe Deveul, la Oui. seule différence, c'est que les casseurs étaient présents sur les manifestations contre la loi El Khomri en 2016, Oui. mais on avait des cortèges de syndicats organisés, préparés en amont avec les forces de sécurité, et donc ça a permis d'éviter tous les débordements inimaginables, et on a pu contenir au mieux les casseurs qui étaient en tête de cortège, ce qui n'a pas été le cas sur les manifestations des Gilets jaunes, parce que ce n'était pas préparé et organisé en amont avec les forces de sécurité, et qu'on a des porte-paroles des Gilets jaunes de l'époque qui ont profité de ces casseurs pour faire des appels similaires sur les réseaux sociaux à venir s'en prendre physiquement aux forces de sécurité. Enfin, vous le savez. écoutez, il faut d'abord dire qui l'a fait, qui l'a dit, parce qu'il faut des choses précises. Mais M. Drouet, par exemple, l'a dit à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux. Non, il a demandé des convergences, mais il n'a pas demandé un appel bon, à la on joue sur violence. les mots, là. Non. Et puis je vais vous dire la façon dont a été interpellé M. Drouet le 2 janvier, et j'étais présent, c'était scandaleux. C'est pas une bête, c'est un être humain. Et je pense que ça a commencé comme ça, la violence. Et c'était inadmissible. Et c'était inadmissible la façon dont il était interpellé avec un groupe de personnes qui étaient retranchées à coups de matraque. On pouvait se faire sortir les gens. J'étais là, donc il faut arrêter un petit peu. Sans quand même. manifestation. Dernier mot. Non, mais sans manifestation, pas de casseurs. Voilà, donc ça aussi, il faut quand même le dire. Oui.
Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Ce qu'il faut en retenir, donc les chiffres, qui sont les chiffres donnés par l'IGPN. En 2018, les policiers ont utilisé plus de 19 000 munitions de lanceurs de balles de défense, 5 400 pour les grenades de désencerclement. Des hausses respectives, vous les voyez, et seulement pour la fin de l'année 2018, notamment 203% pour l'LBD, 296 pour les grenades. La police des polices impute cet accroissement aux opérations menées lors des manifestations de Gilets jaunes entre le 17 novembre et le 31 décembre. Et puis, je voulais rappeler cette résolution du Parlement européen qui avait condamné le recours disproportionné à la force sans cibler un État en particulier, mais en pensant très fort à la France. Voilà pour l'essentiel, on passe aux chroniques de Ça se comprend.